Moi, c'est Claude, de Claude pour les intimes. Bon, là, je suis un peu en speed parce qu'il est déjà 20h30 et je suis encore loin de chez moi. J'ai pas envie de me faire arrêter. Bah oui, vous savez bien, Covid-19, confinement, couvre-feu. Enfin, 2020, l'année du toujours plus, quoi. Mais en ces temps hivernaux, synonyme de vulnérabilité, si les gens sont forcés de rester chez eux, je me demande si les taux de dépression et de suicide ne vont pas atteindre des records maximum. Est-ce que la santé mentale n'est pas tout aussi importante que celle physique ? Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Ariane, autrice de BD, qui sensibilise aux maladies et troubles mentaux. Et je vais lui poser la question. Bonjour Ariane. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Alors, déjà, avec les mesures sanitaires dues donc à la crise, la pandémie du Covid-19, le gouvernement qui avait déjà commencé à imposer un couvre-feu et qui maintenant impose le confinement total. Moi, je me demande si en plein hiver, c'est pas plus compliqué, parce qu'on sait tous que c'est une période assez vulnérable pour beaucoup de gens. Et est-ce qu'au final, ça va pas être un moment un peu particulier ? Qu'est-ce que toi t'en penses ? D'un point de vue santé mentale, je sais pas si ça va être plus difficile que le confinement en mars, mais le confinement en mars était déjà très compliqué pour les personnes avec des problèmes de santé mentale. Comment toi tu l'as vécu ce confinement en mars déjà, par exemple ? C'est compliqué parce que je me suis sentie obligée de quitter Paris tellement l'ambiance était anxiogène. Ouais. Où vraiment c'était pas la question de quitter Paris pour échapper à la vie parisienne parce que j'ai le luxe d'avoir un autre endroit. C'est juste, ça me rendait malade d'être à Paris parce que tout le monde était anxieux et que je ressentais l'anxiété et que j'étais encore plus mal et que j'étais en crise d'angoisse permanente. T'arrives à ressentir un peu les énergies dans l'air, ce truc-là quand les gens sont stressés, toi t'as peut-être aspires. Parce qu'il y a des gens comme ça, moi je suis comme ça, si les gens sont énervés dans une salle, je vais être énervée, je sais pas pourquoi. C'est ça, c'est ce que des médecins ou des scientifiques appellent l'empathie ou l'hyper-empathie, et où on a ce côté, on se met c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs, et en fait, instinctivement, vous allez reproduire la position de la personne en face de vous au niveau des émotions. Ouais. Et du coup, si la personne en face de vous est en colère, instinctivement, vous allez être en colère alors qu'il n'y a aucune raison de l'être. Ok, neurones miroirs. Oui, hyper intéressant. D'accord. Le confinement, c'est à ce côté-là. Et pour les personnes qui ont une image très instable d'elles-mêmes, ça a aussi l'aspect où on n'a pas les autres pour se réguler. Si j'ai une image très instable de moi, mais que je vois mes amis régulièrement qui m'expliquent que non, je suis pas une personne détestable, non, je mérite pas de mourir, ça rééquilibre et j'ai moins cette image négative. Et le confinement, le problème, c'est que ça supprime tous les mécanismes d'adaptation et de défense que peuvent développer les personnes avec des problèmes de santé mentale. Ils peuvent pas aller voir leurs amis, ou qu'à distance, il y a plus le contact humain. Ouais. On se retrouve seul face à soi-même, ce qui souvent peut être très angoissant. Bloqué avec ses pensées. C'est ça. À tourner en boucle et sans avoir de solution d'échappatoire du type je vais me promener un coup, je vais voir une expo, je vais au cinéma, et tout ça, on l'a pas. Et quels peuvent être les outils pour sortir de ça, en fait, quand t'es en boucle comme ça, à penser à des choses très négatives, si t'as pas justement l'alternative de voir des personnes et d'être en contact social ? À part Zoom. Il y a déjà cet aspect, reconnaître que ça va pas, et réussir à contacter quelqu'un. Si on n'a pas la chance d'avoir des amis ou de la famille compréhensibles, il y a des tas de services d'écoute qui se sont mis en place pendant les confinements, qui se sont mis en place pendant le premier confinement et qui seront probablement remis en place pour le deuxième. Des numéros verts. Il y a des numéros de santé mentale basiques, SOS Amitié, SOS Suicide. Et après, il y a des initiatives très intéressantes. Par exemple, il y a la Nightline. C'est une ligne d'écoute mise en place par des étudiants pour des étudiants. Mais des étudiants qu'on forme. Donc, ils sont formés aux questions de santé mentale, mais ils voient très bien ce que c'est le vécu de l'angoisse d'un professeur horrible ou la surcharge émotionnelle au niveau des cours ou ainsi de suite. Et tout ça, c'est des choses qu'ils comprennent. Et donc, c'est des personnes qui nous comprennent, qui nous écoutent, et pas un adulte de 40 ans qui a fait étudier en dedans. Ouais, c'est très important d'être face à quelqu'un qui peut nous comprendre, qui a une certaine empathie pour plein de domaines différents. C'est vrai que moi, j'ai tendance à parler à des personnes, entre guillemets, miroirs pour certaines choses, parce que tu peux parler de ce que tu veux. Si la personne n'est pas passée par là, elle ne peut pas comprendre malgré toute la bienveillance et la bonne volonté du monde. Alors moi, j'ai une question du coup pour toi, Ariane. Comment est-ce que tu as été introduite au système psychiatrique français ? Au lycée, j'étais déjà ce qu'on appellerait une ado dépressive, mais avec beaucoup de problèmes de confiance en moi, de se faire du mal, avoir tenté de se suicider. Scarification, tout ça. Scarification. Ouais. Au lycée, on m'a fait voir à plusieurs reprises, d'abord une pédopsychiatre, puis une psychologue. Il y a même eu un moment où j'ai été incapable d'aller en cours pendant presque un mois. Et après, tu te levais pas ou juste tu voulais pas aller en cours ? C'était l'action d'aller en cours qui était horrible. Où il y avait une pression, un stress tellement intense. J'étais dans un lycée particulièrement exigeant que j'arrivais à travailler, mais de chez moi. Et j'arrivais pas du tout à faire l'action d'aller en cours. Et il a fallu
1 mois et demi pour que j'arrive à retourner en cours complètement avec ma psychologue qui me forçait pendant 3 semaines à faire une demi-journée à chaque fois. Et j'étais obligée d'y aller une demi-journée à chaque fois et rien que ça, c'était horrible. Est-ce que c'était pas une forme de... J'oublie le terme, quand tu peux pas être entouré de gens, il y a un terme... phobie sociale. Phobie sociale, ou oui, quand tu sais, il y a des gens qui arrivent même pas à sortir de chez eux tout court parce qu'ils peuvent pas être... L'agoraphobie. Agoraphobie, exactement. C'était plutôt une forme de phobie scolaire. D'accord. Mon médecin généraliste m'avait même dit épuisement professionnel. Waouh. Et le lycée m'avait rayonné en disant mais vous pouvez pas avoir un épuisement professionnel à 17 ans. Ouais. Et en fait, si, c'était ça. Ouais. Burn-out version études, quoi. Ouais. C'est ça. Donc là, déjà, je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes à la manière de réagir des profs. D'accord. Et de l'établissement de manière générale. Enfin, ça a été super compliqué de faire accepter que je puisse venir que des demi-journées. J'ai des tas de profs qui m'ont dit vous allez rater votre bac. J'ai eu mon bac avec 19 de moyenne quasiment. Donc, non mais voilà, c'est des profs qui prenaient plutôt le réflexe de me démolir en me disant c'est dangereux pour votre année, vous allez pas réussir, plutôt que de m'encourager, et c'est ce dont j'avais besoin à l'époque. Mais le système éducatif, en tout cas français en l'occurrence, est très problématique à ce niveau-là, de toujours vouloir mettre des gens dans des cases. Et moi, j'avais vu une espèce de proverbe qui disait tu peux pas, effectivement, si tu dis à un singe, si tu demandes à un poisson de grimper un arbre ou un singe de nager, ils vont penser qu'ils sont absolument pas capables, mais parce que ils sont pas faits pour ça en fait. Et on devrait plus s'adapter aux élèves plutôt que de demander à tout le monde de faire exactement la même chose. Ça n'a aucun sens. J'ai écrit une BD sur le sujet où la conclusion de mon petit bonhomme, je dessine avec un petit bonhomme en forme de serrure. Et la conclusion de mon petit bonhomme, c'était c'est pas un échec de reconnaître qu'un système pensé pour le plus grand nombre n'est pas adapté à soi. Ouais. Et d'ailleurs, j'allais bien ces BD. Comment t'es venue l'idée de les dessiner? Est-ce que c'est plus facile d'expliquer aux autres justement la santé mentale avec plutôt que d'avoir des discussions? J'ai commencé à écrire. Alors, à un moment, j'en suis arrivée à être hospitalisée en psychiatrie. Je sais pas si tu voudrais en parler plus tard. Si, tout à fait. Enfin, j'en suis arrivée à être hospitalisée en psychiatrie et là-bas, j'ai écrit et j'écrivais pour moi, mais pour comprendre mon fonctionnement. D'accord. Donc, soit des très longs textes, soit des schémas. J'ai fait des espèces de graphiques avec les niveaux d'angoisse, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que je faisais comme mécanisme à chaque niveau d'angoisse. C'était complètement incompréhensible, sauf pour moi qui avait développé l'idée. Mais c'est dingue parce que tu t'es je dirais pas soigné, mais tu t'es fait ta propre thérapie, quoi, d'arriver à pouvoir mesurer comme ça tes niveaux de souffrance mentale. Après, je tirais mes conclusions appliquées à moi de ce que me disaient mes médecins, mon psychiatre, ma psychologue. Et après, du coup, j'ai fait tous ces dessins, ces schémas, puis j'ai tout enterré. J'ai écrit quelques textes sur la santé mentale, mais que j'ai, pareil, gardé pour moi. Et l'an dernier, je me souviens, à un moment, j'en ai eu marre. Quelqu'un a encore fait une remarque sur mes cicatrices au bras. Et c'était une remarque complètement stupide. C'était... est-ce que c'est ton chat qui t'a fait ça? Dis donc, ton chat de griffe fort ou je sais pas quoi. Et non, c'est pas mon chat. Il a fait une blague en voyant tes scarifications? Non, je pense qu'il comprenait pas. Ah, d'accord. Mais pareil, quelqu'un avec qui j'avais couché, qui juste après m'avait dit c'est moi qui t'ai fait ça. Ouais, d'accord. Ben oui, bien sûr. Et puis ça a blanchi. Et puis maintenant, ça a l'apparence d'une cicatrice d'un ange. Ils sont vraiment stupides, hein, parfois. Et du coup, voilà, j'avais ce ras-le-bol que les gens se permettent de me faire des remarques. Sur quelque chose qui les regarde pas. Et surtout, parfois, des remarques qui sont pas bienveillantes, qui partent d'une intention bienveillante. Oh, on va lui conseiller de se faire aider, ou oh, si ça va pas, tu peux me parler. Mais en fait, quand c'est des cicatrices anciennes, c'est plus du voyeurisme que de dire à une personne j'ai vu que t'avais ça par rapport à ton passé, je veux que tu m'en parles, plutôt que d'attendre que la personne vienne en parler. Bah surtout ça, parce qu'en fait, au final, les conseils non demandés, c'est plus de la condescendance et de moi, je sais mieux, je vais t'expliquer la vie. Enfin, clairement, je pense que tu sais déjà les troubles que tu as eus, les traumatismes que tu as eus. C'est pas quelqu'un que tu as rencontré il y a 10 minutes qui va t'expliquer ce que tu dois faire pour aller mieux, quoi. C'est ça. Et puis bon, la remarque tu devrais pas. Bon, bah maintenant qu'on a établi que c'est pas super pour sa santé de s'ouvrir les veines, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, ça n'amène nulle part. Clairement. Et donc j'ai écrit une première BD là-dessus qui a eu beaucoup de succès. Je crois que j'ai eu 3000 j'aime en 3 jours. Donc vraiment, qui a eu beaucoup de succès. Et du coup, j'ai vu que les BD, ça parlait bien aux gens. Et donc j'ai commencé à écrire des petites images sur les fêtes de fin d'année, arrêter de faire des remarques sur le physique, par exemple. Surtout quand c'est pas demandé. Puis surtout quand c'est une remarque négative. Si c'est pour dire les poils c'est moche, ben abstiens-toi. Ça va rien apporter à personne. C'est insupportable, hein, ce truc-là qu'ont les gens de devoir dire. Mais pour moi, c'est de la projection d'insécurité. C'est quelque part, ils s'aiment tellement pas qu'ils ont besoin de te dire pourquoi toi tu te permets de t'aimer sur quelque chose que moi je ne pourrais pas m'accorder en fait.
Mais c'est beaucoup trop... c'est trop... Il y a trop de gens qui le font, en fait. C'est trop démocratisé, là. C'est vrai que c'est problématique. Et du coup, j'ai publié ces petites BD, et puis j'en suis arrivée à un moment où j'avais un texte de prêt avec un petit personnage. Et j'ai créé le bonhomme serrure. D'accord. C'est une serrure avec des jambes et des pattes, c'est vraiment ça. D'accord. Enfin, des jambes et des bras. Ouais. Le personnage a plu, et maintenant, à chaque fois que je publie un texte avec les BD, j'utilise toujours le même personnage qui raconte sa vie. Voilà, depuis 8 mois, je publie des petites BD. Qui sont d'ailleurs hyper intéressantes. Je vous invite à aller voir l'Instagram d'Ariane, qui est Bonhomme serrure. Donc bonhomme serrure, et vous allez peut-être un peu mieux comprendre la santé mentale, le déroulement et quels sont les outils à utiliser. Moi, je voulais savoir au niveau des hôpitaux psychiatriques, est-ce que tu penses que les gens sont vraiment rassurés, considérés? Est-ce que tu penses que les patients sont finalement soignés, ou tu penses que le système est pas très bien fait à ce niveau-là? Bon, déjà, ça dépend des hôpitaux. Ouais. Moi, j'ai été dans un hôpital qui était très bien, qui est l'Hôtel Dieu. Okay. Qui a été très bien pour mon vécu et qui a peut-être été très mal vécu par d'autres personnes, parce que la santé mentale, ça regroupe une diversité de phénomènes tels. Enfin, on a une médecine, la psychiatrie, pour s'occuper de tous les problèmes de santé mentale. Ouais. Et j'ai pas du tout les mêmes problèmes que quelqu'un qui a un trouble du spectre autistique ou quelqu'un qui a de l'agoraphobie. Et toi, quel est ton trouble au final, si je suis borderline. Borderline, qu'est-ce que c'est être borderline? C'est un trouble qui se caractérise principalement par une image très instable de soi-même. D'accord. Et du coup, des humeurs très instables en fonction de l'image que j'ai de moi. D'accord. Souvent couplée avec beaucoup d'angoisse. D'accord. Parfois un peu de la paranoïa, l'impression que les autres me détestent ou des choses comme ça, mais parce que moi, je me vois de manière tellement négative. Ouais. Que j'ose même pas imaginer que quelqu'un puisse m'aimer. Alors, si on compare par exemple avec les troubles bipolaires, ou bien des troubles, quand tu dis paranoïaque, schizophrène, ou est-ce que toi, ou maniaco-dépressif, est-ce que toi, il y a des liens avec tout ça, ou bien c'est vraiment des choses complètement différentes? Il y a des liens. Déjà, les troubles de l'humeur, au niveau faire des très hauts et des très bas, ouais. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve chez les bipolaires. Ouais. Après, la différence, et je suis pas médecin, donc je donne vraiment les grandes lignes, la différence avec la bipolarité, c'est que souvent, pour les 2 premiers types de bipolaire, en tout cas, c'est des périodes longues de changement d'humeur, et qui peuvent s'expliquer chimiquement. Et moi, si on cherchait à expliquer les changements d'humeur, c'est souvent des contrariétés. D'accord. C'est un prof m'a fait une remarque négative, et donc je suis de très mauvaise humeur. 10 minutes après, ou 3 jours après, je reçois une super bonne note, et je suis de très bonne humeur. Donc, c'est quelque chose qui s'apparente aussi à de l'hypersensibilité. Parce que moi, je peux avoir ça aussi. Hein. C'est ça. Un rien va changer complètement mon humeur parce que je vais le prendre à cœur. Alors que quelqu'un de peut-être moins sensible ne va pas avoir ce genre de réaction. Du coup, contrairement, les bipolaires, c'est des changements sur le temps long. Ouais. Et les borderline, ça dépend de ce qui se passe dans leur vie. Pendant le confinement, j'étais assez stable parce qu'il n'y avait pas de nouvelles qui interféraient. Ouais. Mais dès qu'il y a des nouvelles, c'était comme un temps mort. Mais dès qu'il y a beaucoup de nouvelles qui arrivent, les unes à la suite des autres, des négatifs, des positifs, en 1 heure, je peux faire 3 phases up et 3 phases down. D'où l'importance de couper les réseaux sociaux aussi, parfois. Parfois. Que je trouve que c'est un très grand déclencheur aussi. Hein. Moi, bizarrement, pendant le premier confinement, j'étais vraiment en paix parce que, comme tu dis, il n'y avait pas d'éléments perturbateurs, mais c'est aussi le fait, moi, j'ai quelque chose qui est le FOMO, donc Fear of Missing Out. J'ai toujours peur de rater tel événement, tel truc, les potes qui s'amusent sans moi. Et là, pour le coup, on était tous enfermés, on était tous à la même échelle, donc moi, j'étais très, très contente de savoir que j'étais en train de rien rater au final. Et c'est vrai que il faut vraiment pouvoir s'auto-réguler, savoir ce qui est bon pour soi et savoir quoi mettre de côté, parce qu'on peut justement s'auto-déclencher, entre guillemets, ce genre de crise. Je sais pas si on peut appeler ça crise. Quand c'est très haut ou très bas, ça peut être des crises. Entre les deux, je peux avoir une période haute qui dure sans qu'on appelle ça une crise, ou une période basse qui dure, où je me sens durablement déprimée. Mais c'est pas pour autant que je suis en crise d'angoisse ou en crise. Parce que le cycle des pensées négatives sans fin, c'est quelque chose que je pense qu'on peut tous avoir. Moi, c'est quelque chose, en tout cas, qui m'arrive par période. Et c'est vrai que, vraiment, des fois, je ne sais pas comment faire pour en sortir. Tu vois, c'est un tourbillon sans fin, donc on peut très vite aller très, 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 très loin. Et souvent, quand je me confronte à la réalité, je me rends compte qu'en fait, je me suis fait des films toute seule. C'est-à-dire qu'entre ce que toi, tu vas penser de toi ou d'une situation, et quand tu vas la confronter à une personne extérieure, en fait, vous avez juste vu deux réalités complètement différentes. Et c'est dingue de voir cette dissonance, en fait, entre ce qu'il y a dans ta tête et celle des autres. Des fois, je me demande, mais comment faire pour éteindre le truc, quoi? Genre, est-ce qu'il y a un bouton off pour juste arrêter de surpenser, surréfléchir
surdramatiser certains épisodes alors que ce n'est absolument pas nécessaire. Quand il y a des personnes qui sont, pour le coup, dans l'opposé, qui ont un cerveau, je dirais pas éteint, mais eux, ils se prennent pas trop la tête, quoi. C'est marrant parce que je le fais beaucoup aussi et mes parents appellent ça fonctionner en circuit fermé. Comme si sur un circuit de voiture, sur un stade rond, la voiture tourne en rond et du coup va de plus en plus vite parce qu'elle prend de la vitesse chaque fois. Et en fait, il faut réussir à ouvrir le circuit et donc que la voiture parte sur la route. Et là, toute la pression et la vitesse va redescendre parce qu'on peut pas maintenir cette vitesse indéfiniment. Ouais. Et moi, c'est ce que je fais souvent en parlant à des amis, en parlant à ma famille, où c'est difficile parce que vraiment, quand je suis montée dans les tours ou pendant le confinement, par exemple, j'avais décidé qu'à Paris, j'étais malheureuse et que je voulais habiter à Lille. Okay. Et donc, j'avais commencé à regarder des appartements à Lille et tout. Et il a vraiment fallu une bonne heure de discussion avec ma mère pour qu'elle me dise « Mais Ariane, et une bonne heure, je suis sympa parce que ça s'est étalé sur 3 semaines, mais Ariane, tes études sont à Paris, tu vas pas arrêter tes études juste pour partir vivre à Lille où il y a rien qui t'attend. » Il a vraiment fallu ce temps de me faire redescendre et me faire prendre conscience de la réalité. Et c'est aussi pour ça que je fais les BD, c'est pour pouvoir former les proches des personnes avec des maladies mentales ou des troubles à savoir réagir. Parce que moi, si mes proches n'étaient pas là pour m'arrêter quand je partais en vrille comme ça, il y aurait personne et je tournerais dans ma boucle indéfiniment et tout aurait l'air toujours de plus en plus pire. Tes proches, ils ont toujours été là pour toi ? Ils ont toujours compris assez facilement sans, tu vois, te mettre de côté, t'aliéner. Tes parents, en tout cas, au moins, dès le lycée, quand tu expliquais tes troubles. Je leur ai pas parlé tout de suite. J'ai réussi à leur parler qu'il y a 1 ou 2 ans. Okay. Mais depuis que le diagnostic est posé, ils ont toujours été là. Ils ont même suivi une formation pour les parents de borderline, ce qui est quand même une bonne chose. Pour savoir comment je fonctionnais, savoir comment réguler les angoisses et ainsi de suite. Et les amis, il y a des moments où ça a été trop pour eux, ce que je comprends, parce que vraiment, j'étais dans un état tellement lamentable que je comprends qu'ils aient eu besoin de temps. Maintenant, j'arrive à construire des amitiés stables où les personnes apprennent d'instinct que parfois je suis angoissée et qu'il faut me réguler sans pour autant trop s'impliquer. Et je pense que le fait que j'arrive à expliquer avec les BD autant ce que je ressens et de pouvoir dire ce qui m'aide, c'est clé. Par exemple, j'ai un de mes amis, quand il voit que je commence à angoisser sur telle personne qui m'aime pas ou des choses comme ça, ou des rumeurs ou ainsi de suite, il prend le temps automatiquement de rassurer mes angoisses. Il les voit et il prend le temps de rassurer mes angoisses. Et ça, avant, c'est des choses que les personnes faisaient pas. Et du coup, je gardais toutes mes angoisses pour moi parce que les personnes ne s'en rendaient pas compte. Et maintenant, il y a des gens qui s'en rendent compte. Et c'est important de trouver des personnes, soit de faire comprendre à ses proches comment ça va, pour qu'eux puissent nous aider, soit de trouver des proches qui comprennent les questions de santé mentale et qui puissent nous aider sur ces sujets. Et est-ce que tu penses que être médicamenté, ça peut aider ? Toi, par exemple, tu prends des médicaments ou tu arrives vraiment à te réguler toute seule ? Ça peut aider. Après, chacun réagit différemment aux médicaments. Moi, j'ai pris des médicaments, un régulateur d'humeur et un antidépresseur pendant quasiment 2 ans, ce qui m'a beaucoup aidé. D'accord. Et là, j'ai arrêté. On a réduit les doses au fur et à mesure et finalement, j'en avais pas tant besoin que ça depuis 6 mois. Et je suis juste sous anxiolytique. Donc ça, c'est vraiment c'est ma porte de sortie. C'est quand vraiment je tourne en boucle et que j'arrive pas à parler à quelqu'un et que je suis vraiment trop angoissée. C'est ce qui permet de faire redescendre la pression juste en se tournant comme un bouton on-off, en fait. Et juste, toutes les pensées s'apaisent d'un coup et on est claqué et on dort un coup. Et en général, quand on se réveille, tout paraît un peu moins angoissant. Oui, je connais très peu de personnes, enfin, toi, tu me diras si c'est le cas pour toi, qui sont absolument, totalement, 100% saine, si saine est quelque chose, entre guillemets, d'esprit, si c'est vraiment un vrai terme. Tout le monde a besoin de se réguler d'une certaine manière. Si c'est pas par médicament, ça va être par des excès de toutes sortes. Ça peut être de la drogue, l'alcool, le sexe, des agissements qui font qu'on essaie de pas penser au moment présent, entre guillemets, ou juste au monde qui nous entoure, parce que je pense qu'on est vraiment dans une société problématique qui crée ça. Ça m'amène à ma deuxième question. Je sais qu'il y a beaucoup de professionnels qui disent qu'on peut avoir des prédispositions génétiques à justement la dépression ou certaines maladies mentales, mais qu'en fait, le déclencheur est souvent l'environnement. Moi, je pense que dans un monde où clairement tout déclenche ça et qu'il faut vraiment être solide pour pas partir en couille, entre guillemets. Est-ce que toi, autour de toi, tu penses qu'effectivement, c'est peut-être aussi le monde qui est souvent un déclencheur, ou tu penses qu'il y a vraiment des gens qui sont plus prédisposés à développer certains troubles? Alors, il y a des prédispositions, c'est sûr, mais enfin, l'environnement y est à 100% pour quelque chose. Rien que la manière dont fonctionne ce monde, avec des aspects très compétitifs,
un cycle de l'information super rapide. Ouais. Enfin, il y a des choses qui se sont passées la semaine dernière que j'ai déjà oubliées parce qu'on est sur un cycle de l'information tellement rapide que les nouvelles arrivent par vague, cargo. Tous les jours. Tous les jours, il y a des mauvaises nouvelles et on a l'impression d'être submergé dans le malheur du monde. Ouais. Enfin, et de rien pouvoir faire parce que pour des nouvelles aussi importantes qu'une nouvelle guerre ou ainsi de suite, c'est pas nous tout seuls, si on prend notre épée et notre bouclier qui allons sauver le monde. Complètement. Et du coup, on est complètement submergé par tout ce qui se passe dans le monde. Et souvent, ça déclenche automatiquement des angoisses. Ouais. Et je connais personne qui n'ait jamais eu d'angoisse. Ouais. Je pense que tout le monde, à un point de sa vie, a été stressé, angoissé, de manière difficile à gérer parce que le monde fonctionne d'une manière qui est stressante. Tu parlais d'études quand tu voulais partir à Lille et où ta mère te disait non, attention, reste à Paris. Qu'est-ce que du coup tu as choisi d'étudier pour pouvoir survivre dans ce monde? Alors, j'étudie l'histoire de l'art, ce qui est pas sûr que ça m'aide à survivre dans ce monde. Bon, au moins c'est beau. C'est ça. J'étudie l'histoire de l'art et du chinois. Et je suis spécialisée dans les arts de la Chine. Waouh. Et du coup, t'es déjà allée en Chine? Oui, une fois, pour un voyage scolaire. Et j'espère y retourner, mais est-ce que j'ai vraiment envie de travailler pour un gouvernement qui extermine des Ouïghours? Non. Ouais. Et donc, c'est partout, même en termes de boulot de rêve et ainsi de suite, l'histoire de l'art me passionne. J'ai l'impression que ça n'a aucune utilité pour aider du monde à sortir de la misère ou à aller mieux ou à avoir ce dont ils ont besoin. Et je suis confrontée en permanence au fait que ce que je fais est très important, mais pas utile pour sauver des vies. Et en plus, ça pose des questions éthiques. Est-ce que je veux travailler pour un gouvernement qui, consciemment, extermine des journalistes, des Ouïghours, enfin, qui, de manière générale, prive les citoyens des libertés? Le problème, c'est que je pense pas qu'il y ait un pays qui ait pas les mains sales, en fait. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment sortir de la société. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on est prêt à faire? Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont vraiment prêtes à se mettre vraiment hors de tous les codes de société, de confort, parce qu'il faudrait vivre dans la forêt, construire sa cabane et puis vraiment emmerder le reste du monde, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Mais j'y ai réfléchi. Et en fait, j'ai vraiment réfléchi plein de fois sur des communautés autogènes et ainsi de suite. Et il n'y a pas moyen de se soustraire complètement au monde. Ou alors, ce serait acheter une île qui n'a jamais été découverte, qui n'est revendiquée par aucun pays et créer son État. Mais du coup, l'acheter aussi. Donc C'est ça. Oui, parce que pour dire que le territoire est sien et on n'a pas moyen de se soustraire, j'ai fait un peu de cours de droit aussi, mais on n'a pas moyen de se soustraire à la souveraineté de l'État. Ouais. Je pourrais installer mon champ dans le Larzac et décider que c'est ma communauté autogérée, mais je serais toujours soumise aux lois de l'État, donc au fait qu'il faut que j'ai une adresse, des papiers d'identité en règle, que je paye mes factures, que je paye mes impôts, et ce, même si on essayait de se soustraire au système de l'argent et ainsi de suite. Donc on n'a jamais vraiment moyen de quitter ce monde et il faut plus voir nous, comment se réguler à l'intérieur pour pouvoir le supporter. Et toi, quelle serait la manière de supporter ce monde-là sans totalement y participer, si tu pouvais choisir, entre guillemets, ton poison? Je n'ai pas encore de bonne solution. Je pense que chacun a besoin de trouver comment faire. Après, moi, je vis énormément dans mes livres, mes mangas, mes séries. Ah ouais. Et déjà, ça, c'est un peu mon monde parallèle dans lequel les choses sont moins angoissantes. Je pense que les gens essayent, entre guillemets, tu sais, comme tu disais, on est très sollicités sur les réseaux sociaux, on a beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans tous les drames, et certaines personnes essayent de se dédouaner en faisant moins de choses que d'autres. Tu vois, l'écologie, certaines personnes vont dire, OK, plus de plastique, plus de ceci. D'autres vont dire, je consomme plus Nike parce que les Ouïghours, d'autres, autre chose. Je pense qu'on est tous un peu dans la merde parce qu'on a tous des smartphones, on a même nos vêtements. Il n'y a pas quelque chose qui est pas fait de manière pas déontologique. On est tous responsables du travail d'un enfant dans un pays du tiers-monde ou quoi que ce soit. Après, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut peut-être faire moins. On peut choisir sa manière de consommer. On peut choisir peut-être, sa manière de vivre, entre guillemets. Mais ça reste des manières, entre guillemets, de se dédouaner. On peut jamais vraiment être totalement innocent. Donc, au final, si on arrive à trouver des moyens, comme toi, par exemple, tu dis d'être dans tes mangas, d'être dans ton petit monde de bienveillance. Moi, je trouve ça très bien. L'histoire de l'art, je trouve ça très bien parce que on est encore en train de voir qu'au final, la santé mentale, c'est très important. C'est bien beau d'avoir des médecins. On adore, vive les médecins. Merci beaucoup. Mais je veux dire, si on est tous en bonne santé physique et que dans la tête, ça va pas du tout, ça ne sert à rien, en fait. Donc, il faut de l'art, il faut de l'histoire pour se souvenir de ce qu'on a fait. Il faut plein de choses pour que son esprit puisse voyager, parce que c'est avec la créativité qu'on fait les plus belles choses. Donc, je pense que oui, chaque chose a son équilibre au final. Tu vois, que ce soit l'art, l'histoire, les voyages. Mais c'est aussi tout le problème de la stigmatisation actuelle de la santé mentale. Vous avez pris froid, vous avez le nez qui coule, vous allez voir un médecin. Ouais. Vous pensez que vous avez un rhume, vous pensez que vous avez telle maladie, vous allez voir un médecin et il n'y a pas de questions qui se posent. Et il y a tellement de stigmatisation autour de la santé mentale
que si ça va pas, si on fait des crises d'angoisse, on a des idées noires, on n'arrive plus à sortir de chez soi, des choses comme ça, les gens vont pas avoir tout de suite le réflexe de se dire bah c'est la santé mentale et il suffit juste d'aller consulter le médecin concerné ou un psychologue, ou il y a des tas de thérapies alternatives qui existent maintenant, le EFT, le MDR, qui sont géniales. MDR, j'en ai fait en plus. Il y a des tas de thérapies alternatives qui existent. Il faut juste accepter qu'il y a un problème et que ça ne nous définit pas. Ça nous viendrait jamais à l'esprit si quelqu'un avait eu un gros rhume. De l'appeler le mec enrhumé, quoi, toute l'année, toute la vie. Mais je l'ai exactement. Il a eu un rhume. Non, mais non. Mais tu sais que c'est ce que j'allais te demander en plus. Et là, c'est un peu à la mode, entre guillemets, de parler de santé mentale dans nos cercles. On est sur les réseaux sociaux, la génération YZ, je sais plus, un truc un peu New Age. Ça vient quand même des anglo-saxons, qui pour le coup, on en parlait beaucoup plus tôt et beaucoup plus souvent. En France, il y avait encore ce stigma, cette stigmatisation, et je pense que c'est encore le cas parfois de dire je consulte un thérapeute, je consulte un psychologue. Je pense qu'il y a très peu de gens qui ont cette facilité d'en parler. Il y a toujours un peu de tabou, de honte par rapport à ça. Est-ce que toi, tu observes justement une amélioration de ça, ou c'est encore un truc limite politique de dire ok, oui, j'ai eu tel problème, j'ai consulté, je suis allée en hôpital, tout ça. C'est encore politique de le revendiquer, je pense, parce qu'on a tout de suite cette idée, le nombre de fois où on m'a dit « Ah, mais t'as été internée ». Non, j'ai pas été internée, j'ai été hospitalisée de la même manière que tu diras jamais d'une personne qui a eu une opération « Ah, il a été interné à l'asile ». Non. Donc j'avais des problèmes de santé mentale, j'ai eu besoin de les régler, de la même manière que des personnes ont des problèmes de santé physique et ont eu besoin de les régler. Tout à fait. Et j'ai été chercher l'aide dont j'avais besoin. Et après, moi, je constate un changement, mais c'est compliqué parce que comme je suis dans des cercles très restreints de militants et militantes, de personnes qui se préoccupent de la santé mentale, nous, on prend mieux en compte notre santé mentale, mais j'arrive pas à me rendre compte d'un changement à l'échelle globale ou nationale. Sur le fait de parler de la santé mentale, ce que je trouve génial quand j'en parle, c'est qu'à chaque fois, vraiment avant chaque BD, je suis paniquée. Je la dessine, je la publie, et dans les 3 heures après la publication, je me persuade que j'aurais pas dû la publier, qu'elle était horrible, que tout le monde va la détester. Et après, je commence à avoir des messages ou des commentaires « Ah, mais je suis entièrement d'accord, je vis la même chose, il m'est arrivé ça. J'aurais aimé avoir tes BD il y a 3 ou 4 ans. » Et ça fait vachement de bien de savoir qu'on n'est pas tout seul et que, justement, les personnes malades ou avec des troubles sont souvent dans une situation d'isolement, et réussir à créer des communautés où on se reconnaît les uns les autres et les unes les autres, c'est important. Ça nous permet justement de voir que des personnes fonctionnent comme nous et qu'on n'est pas qu'une anomalie. C'est exactement ça. Pour moi, c'est le plus important, c'est la transparence et la reconnaissance de l'autre. C'est vrai qu'on vit, je trouve, dans une société où il y a beaucoup d'apparence. Les gens font très souvent semblant. Pour moi, c'est vraiment important d'ouvrir la parole, de libérer la parole, de dire des choses qui peuvent parfois choquer, mais en fait qui sont partagées par une majorité de gens qui juste osent pas le dire. Et c'est très important qu'il y ait des gens comme toi qui vraiment prennent la parole et disent ça, parce que plein de personnes peuvent se reconnaître, à des niveaux différents. Pas sur tout, mais je pense qu'à chaque chose, quand par exemple tu parles de fait de poster quelque chose et te dire « Ah mon Dieu, c'est de la merde, j'aurais jamais dû le faire, nanana », qui n'est pas passé par là? Surtout sur les réseaux sociaux où t'as vraiment ce truc de like instantané, c'est tout de suite les gens veulent avoir une réaction positive des autres et on fait les choses pour les autres. Tu n'as pas un réseau social pour toi tout seul, c'est pas vrai, c'est pour les autres. Et c'est très important aussi de pouvoir mettre un mot sur les mots MAUX, parce que on est tous concernés au final. Et j'espère en tout cas que ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus général, beaucoup plus démocratisé d'en parler. Tu vois, la santé mentale, c'est vraiment important. Il faudra avoir des facilités à aller voir son généraliste de la même manière qu'on pourrait voir un thérapeute ou faire des sessions comme ça. Et là-dessus, il y a aussi un travail de formation des médecins à faire, parce que les médecins n'étant pas une société fermée complètement en dehors de la société, ils subissent les mêmes stéréotypes, les mêmes stigmatisations. Et tous les médecins généralistes ne sont pas formés à la santé mentale et n'accepteront pas une patiente ou un patient qui montre des problèmes de santé mentale. Complètement. Ou alors mettront ça sur une raison stupide, genre c'est le travail, sans se dire qu'il faut peut-être le traiter. Et c'est ça aussi qui est important dans le changement global, c'est que il faut que les gens réussissent à en parler, et à terme, il faut qu'on réussisse à supprimer tous les stéréotypes, tous les clichés, toutes les stigmatisations qui découlent de la santé mentale, pour que la parole soit vraiment libérée. Parce que pour l'instant, la parole est libérée, mais on se prend tout de suite un retour de bâton, des clichés. Enfin, certains arrivent à parler, mais tout de suite, on leur jette au visage qu'ils ne devraient pas parler, qu'ils ont tort, que
la société fonctionne pas comme ça, qu'ils devraient être heureux. La médecine française, je pense qu'il y a vraiment un problème de microcosme qui se veut, enfin, d'intelligentsia, où c'est le médecin c'est tout, toi tu sais rien, tu fermes ta gueule. Que ce soit dans la médecine générale ou obstétrique ou les gynécos, tout ce que tu veux. Combien de fois on se prend de la violence gratuite en venant expliquer quelque chose et la personne vraiment banalise ton problème. Et ça, l'exemple du médecin généraliste qui fait oh, bah, c'est juste une petite fatigue ou un truc comme ça. Je l'ai observé tellement de fois. C'est-à-dire que tu vas voir ton médecin. Enfin, moi, pour le coup, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au lycée, pareil, j'avais je pense que ouais, j'ai dû faire une dépression. Je voulais plus aller en cours. Moi, pour le coup, je dormais toute la journée. Hein. Je dormais toute la journée. J'allais pas en cours. Pareil, ils m'ont dit t'auras pas ton bac. Pareil, je l'ai eu, genre les doigts dans le nez. Mais je l'ai eu parce que ma mère m'a dit, maman, je tiens à te répéter que tu m'avais promis que tu m'achèterais un appartement si j'avais mon bac. Du coup, j'ai révisé en une semaine et tu me l'as toujours pas acheté. Mais c'est pas grave. Donc, tu vois, il y a vraiment ce truc-là il faut être conscient. Et quand ma mère m'a amené, parce qu'elle savait pas, elle comprenait pas pourquoi est-ce que je dormais toute la journée, pourquoi est-ce que j'étais vraiment si mal, elle m'a amené voir le médecin généraliste et le mec était complètement perdu, quoi. Enfin, limite, il était en mode, bah, je sais pas, elle fait sa crise d'adolescence, enfin, le mec ne savait pas du tout quoi dire. Et à côté de ça, je faisais de l'hyperphagie. Donc, l'hyperphagie, c'est quand tu surmanges parce que t'es mal dans ta peau, donc tu manges tes sentiments. Et j'avais pris, je sais pas, moi, genre 15 kilos en un mois. Et le proviseur avait demandé à ma mère si j'étais enceinte. Enfin, tu vois, les mecs sont complètement à l'ouest, en fait. Tu vois, une adolescente qui est en perdition totale. 2 mois après, j'avais dû perdre 20 kilos et les mecs sont en mode, ah bah, elle a dû faire, tu sais, enfin, clairement, la personne ne va pas bien, en fait. Et c'est vrai que si on pouvait former le corps médical, scolaire, enfin, tous ces professionnels-là qui sont amenés à interagir avec des jeunes qui sont pour le coup fragiles et vulnérables, je pense que ça arrangerait quand même beaucoup de choses. Ça préviendrait beaucoup de problèmes. Au lieu de guérir, mais il faut prévenir, quoi. Un autre problème, c'est que souvent, on associe beaucoup de gros signes de maladie mentale ou de troubles à la crise d'adolescence. Et en fait, la psychiatrie française, et de manière générale dans le monde, fait qu'on peut diagnostiquer à partir de... Je crois que l'âge officiel, c'est 21 ans. En général, on pose des diagnostics définitifs à partir de 25 ans. Ouais. Et avant, on veut pas parce que la personnalité est encore en formation. Mais du coup, parfois, sous prétexte de pas vouloir poser de diagnostic, on passe à côté de vrais problèmes. Moi, je me scarifiais. On m'a expliqué que c'était la crise d'ado, que c'était difficile, que ça allait aller mieux. Ouais. La responsable de mon niveau, pensant bien faire, mes amis l'avaient prévenu que ça allait pas, pensant bien faire, m'a dit mais je pense que ce qui te ferait vraiment du bien, c'est de faire ta confirmation. C'est d'être plus proche de Dieu. Mais non. Et je pense qu'elle pensait bien, qu'elle se disait que peut-être me donner un but, ça allait m'aider à aller mieux et ainsi de suite, mais... Quoi qu'il y a des gens que ça aide, hein, mais bon. Faire sa confirmation n'est pas une solution pour soigner la dépression. Ouais, complètement. Si oui, il y aurait eu beaucoup plus de chrétiens et... Mais pour le coup, je pense que si, hein, je pense qu'il y a des gens, comme ils savent pas vers quoi se tourner, ils se tournent vers Dieu. Et je pense qu'il y a des gens que ça a vraiment aidé, mais comme ceux qui tombent dans les sectes, ils ont besoin d'un gourou, ils ont besoin de quelqu'un qui les éclaire, ils ont besoin d'une force extérieure à eux pour croire en eux, parce que eux tous, ils en sont incapables. Donc ça peut être Dieu, un gourou, ça peut être ton psy. Enfin, je sais pas si on peut comparer un psy à Dieu ou un gourou, mais tu vois, en tout cas quelqu'un sur qui te raccrocher. Ça peut être pour certaines personnes la dépendance affective, ça peut être, tu vois, c'est vraiment le truc d'avoir besoin d'un truc extérieur pour survivre, parce que tout seul, c'est pas gérable. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans cette situation. Oui, mais je pense qu'il y a une différence entre ne pas aller bien et se tourner vers Dieu et qu'il nous aide, ou qu'elle nous aide d'ailleurs. Oui, elle. C'est toujours pas. Ouais. Je pense que c'est plus une elle. Et il y a une différence entre se tourner vers Dieu et vraiment être au fond du trou, malade, parce que la dépression, c'est des symptômes physiques. Et c'est une maladie qui s'explique parfois au niveau moléculaire et ainsi de suite. On sait que ça a à voir avec la sérotonine. Ouais. Et vraiment ne plus pouvoir sortir de son lit et se dire je vais me tourner vers Dieu et que Dieu, magiquement, crée de la sérotonine. Non, ça se passe pas comme ça. Ouais, enfin, c'est clair. ça peut être une solution en début de maladie ou en début de trouble ou quand commence à y avoir des problèmes. Quand vraiment une personne est au fond du trou, c'est rare que se plonger complètement dans quelque chose l'aide. Ou alors, ça l'aide, mais si la personne qui l'a aidé, la chose qui l'a aidé disparaît, les problèmes vont réapparaître. Ouais. On peut pas faire disparaître magiquement un problème, malheureusement. J'aimerais beaucoup, mais on peut pas. La dépression, entre guillemets, c'est le symptôme de quelque chose qui a été causé, qui était peut-être déjà là ou qui a déclenché. Mais si tu règles pas le problème de la base, ça reviendra, mais sous une autre forme, en fait.
C'est comme les gens qui sont addicts, c'est-à-dire que oui, tu vas arrêter par exemple de fumer maintenant, mais si demain tu deviens alcoolique, en fait, tu n'as rien réglé. Si tu arrêtes de boire, mais que tu fais 3 crises de boulimie par jour, tu n'as rien réglé. Si tu arrêtes la boulimie, mais que tu deviens nymphomane ou sexe addict, parce que je préfère qu'on dise le terme sexe addict parce que nymphomane c'est que pour les femmes, tu n'as rien réglé. En fait, je pense qu'il y a vraiment un truc à régler qui peut du coup se manifester sous différentes formes, mais à régler de base. C'est ça. Après, il faut prendre en compte qu'il n'y a pas toujours de cause. Malheureusement, la psychiatrie, c'est une médecine qui est encore en train de se former et on n'a pas les causes pour tout. Par exemple, borderline, on a des suppositions, mais on n'a aucune idée de comment ça se développe et pourquoi c'est là. Et parfois, il n'y a pas de cause. Il y a des personnes qui, du jour au lendemain, quasiment tombent en dépression et il n'y a aucune cause. Et c'est horrible parce qu'on leur dit « mais t'as tout pour être heureux, pourquoi t'es pas heureux ?» ou « pourquoi t'es pas heureuse ?» Et les personnes ne sont pas heureuses et c'est pas en leur disant oui mais t'as une famille qui t'aime et t'as un travail que les personnes vont se sentir mieux. Complètement. Et c'est vrai que moi c'est quelque chose qui me fait un peu flipper, ce truc là de au final on sait jamais vraiment quand ça peut tomber. J'écoutais des podcasts où les gens expliquaient qu'ils avaient des bouffées délirantes ou bien des épisodes psychotiques et c'est des personnes qui du jour au lendemain en fait ont juste entre guillemets pété un câble. Il n'y a absolument rien qui les prédisposait à ça. Ils avaient entre guillemets, et je mets des guillemets, une vie parfaite et du jour au lendemain ton corps il fait non quoi. Et ça peut arriver à n'importe qui. Bon, encore une fois, il peut y avoir des prédispositions génétiques, mais tu peux aussi juste partir entre guillemets en couille et ne jamais t'en remettre. Et c'est vrai que c'est arrivé à des gens autour de moi qui n'ont plus jamais été les mêmes. Des gens que j'ai connus quand j'étais au lycée, mais maintenant je les vois en tant qu'adultes et ils pourraient même pas tenir une conversation entre guillemets normale parce que je sais pas, trop de médicaments ou si quelque chose a juste sauté, mais c'est hyper compliqué en fait pour eux de se réintégrer dans cette société là. Parce qu'en fait, leur cerveau, il a juste dit « je peux plus ». C'est pour ça, je pense, qu'il est important d'être attentif à sa santé mentale dès le début, et pas quand ça va plus. Parce que si on est attentif dès le début, s'il y a des signes avant-coureurs, des symptômes de quelque chose qui va pas, on va réussir à pointer le problème et peut-être faire quelque chose avant que vraiment on supporte plus sa vie, on se fasse du mal, on en arrive à des extrêmes de mutilation ou ainsi de suite. Et donc, être attentif dès le début, et c'est aussi ce qui va nous permettre de pas se retirer complètement du monde. Si on arrive à avoir un dialogue ouvert, les personnes dont tu parles, peut-être qu'elles arriveront à dire honnêtement aux autres que ça va pas et à être présentes à des événements pour discuter sans se forcer à dire que ça va bien. Parce que ça aussi, enfin, comment tu vas, ça va. C'est quand même le plus gros mensonge de base. Personne n'a toujours répondu ça. Personne. Je connais personne qui pas une seule fois n'a menti quand elle a dit ça va alors que clairement ça allait pas du tout. Et on est rien que la salutation de base, salut, ça va, on est sur un mensonge. On dit à la personne que de toute façon on n'a pas le temps d'écouter si ça va pas. Complètement. Et c'est juste un principe de base, mais on raconte pas sa vie derrière. Et parce que la personne en face, elle est pas là pour écouter. Clairement, il y a très peu de personnes qui te demandent vraiment si ça va et qui veulent vraiment la vraie réponse en fait. C'est un abus de langage. Mais est-ce que toi, par exemple, t'as déjà vu des gens qui ont entre guillemets touché le fond et qui sont remontés, qui ont réussi à s'en sortir Oui, tout le temps. Soit on va mieux, soit pour des troubles qui affectent la vie entière, on apprend à les gérer. Moi, j'apprends tous les jours à gérer borderline. Ce qui, il y a 4 ou 5 ans, j'aurais été incapable de faire. Et du coup, ça rend la vie bien plus supportable. Mais ça, effectivement, il faut réussir à se créer son réseau avec un personnel soignant de confiance, des proches de confiance si on en a, qui comprennent ce qu'on vit et qui vont pas nous mettre la pression si jamais même on rechute, parce que la rechute, c'est normal. Tout à fait. Et après, on est dans cette idée de descendre et remonter. Moi, ma vie n'a rien à voir maintenant avec celle à quoi elle ressemblait avant que je tombe malade ou avant que j'aille en hôpital psychiatrique. Et tant mieux, parce que j'étais franchement malheureuse. Et peut-être que la solution, c'est pas de retourner à sa vie d'avant et de retrouver la même vie en allant mieux, et peut-être établir une nouvelle vie, une nouvelle routine où on se sent mieux de manière continue. Je me demande, en fait, au final, si la norme, c'est pas, entre des guillemets, je mets vraiment des grandes guillemets, d'être fou. Comment vivre dans un monde comme le nôtre et en fait trouver ça parfaitement normal et être parfaitement épanoui. Je me demande si c'est pas la norme justement d'être un peu pas ancré dans ce monde-là, après ça peut s'exprimer de manière très différente, plutôt que de se trouver parfait dans ce monde-là. Et est-ce qu'au final les personnes qui crient à l'aide plein de manières différentes
sont pas celles qui ont le plus raison. Tu vois, le fou dans la rue, là, qui te dit, attention, c'est la fin du monde ou je sais pas trop quoi. Est-ce que c'est pas lui, en fait, qui a raison? Est-ce que la personne qui se balade à poil et qui a décidé de tout abandonner, de pas mettre de chaussures, de pas mettre de trucs, de pas se peigner, est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait faire, en fait? Je me demande, au final, si les personnes mises, ostracisées, mises à l'écart, sont pas, en fait, les personnes qui ont le mieux compris l'absurdité de société, parfois. Et si c'est pas elles qui ont raison. C'est parfois des questions que je me pose. Un de mes meilleurs amis me disait souvent tu es trop intelligente pour ton propre bien. Ouais. Et c'est le côté où on réalise les choses. Alors, j'utilise pas trop le mot fou parce que comme c'est... Oui, c'est un peu péjoratif. Enfin, c'est très connoté. Si on l'assigne à des personnes avec des problèmes de santé mentale, bah, justement, ça participe des clichés où elles subissent des stigmatisations ou des insultes qui n'ont rien à voir avec leurs conditions réelles. Ouais. Effectivement, je pense que les personnes malades ou particulièrement anxieuses ou hypersensibles sont celles qui voient le mieux le monde tel qu'il est vraiment, qui sont le plus lucides. Et j'ai l'impression que tous les autres ferment les yeux. Ouais. Et peut-être qu'ils sont dans une attitude d'évitement où ils ferment les yeux pour pas se rendre compte politique de ce qui se passe vraiment. Quoi. Ouais. Et c'est aussi pour ça, je pense, que dans les communautés militantes, par exemple, on a beaucoup de personnes avec des problèmes de santé mentale parce qu'ils se rendent bien compte que le monde ne va pas et ils ont envie de faire quelque chose. Tout à fait. Et c'est une attitude qu'ont pas forcément des personnes qui pensent que tout va bien dans le monde et qu'il n'y a pas de problème et que, bon, ok, Macron, il est un peu de droite, mais c'est pas très grave. Ouais. Mais tu sais qu'il y a un terme, je sais plus quel est le terme qui dit ça, mais heureux et l'imbécile ou je sais pas trop quoi. Enfin, en gros, moins t'es conscient, moins t'es intelligent et plus tu seras heureux parce que c'est vrai que à partir du moment où tu vois les choses telles qu'elles sont, mais c'est l'enfer. Mais en même temps, est-ce que tu peux choisir de pas trop réfléchir? La solution, c'est du coup d'un peu éteindre ton cerveau. Donc, on y revient. Consommer des drogues ou bien faire des choses pour ne pas trop penser parce que c'est la seule manière de pas être conscient du chaos, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des comorbidités énormes entre des personnes qui sont hypersensibles ou dépressives et les addictions. Parce que y en a beaucoup qui juste cherchent à assommer leur cerveau et à pouvoir ignorer ce qui se passe dans le monde. Ouais. Et on peut pas. On n'a pas le moyen ou je sais vraiment pas comment font les gens normaux avec des grosses guillemets, parce que j'aime pas du tout ce terme, pour vivre dans le monde actuel et se dire bon ok, tout va bien, je vais continuer ma vie, je vais vivre ma vie individuellement et c'est pas grave les problèmes dans le monde, les gens qui meurent de faim. Moi, je pense que c'est vraiment la politique de l'autruche parce que il y a plus de gens comme ça que de gens conscients entre guillemets et je le vois tous les jours. Même ma famille, des fois les gens sont là mais en fait tu réfléchis trop, t'es relou. Déjà oui, mais vous réfléchissez pas à ça en fait. C'est-à-dire qu'on peut pas juste se focus sur tel truc ou tel truc. Et en fait, du coup, tu passes pour l'enragé, tu passes pour la révoltée. Mais je pense qu'en fait, la plupart des gens, ils se focus sur une chose dans leur vie. Ils veulent, tu vois, ils se mettent peut-être 2, 3, 4 goals, tu vois, genre des petits buts comme ça. Et dès qu'il y a un but qui est atteint, on passe à l'autre. Et c'est la manière en fait d'arriver vraiment à, j'imagine, survivre dans ce monde-là. Tu fais un jeu, quoi. Un jeu avec des levels, avec des niveaux. Tu gagnes un niveau, tu passes à l'autre niveau. Mais par contre, t'as des gens, par exemple, j'imagine comme toi et moi, qui vont voir le jeu en 3D, 4D, 5D. Mais en fait, on s'en fout des niveaux parce qu'on voit ce qu'il y a derrière, on voit ce qu'il y a devant et on voit ce qu'il y a à côté. En fait, c'est le bordel. Donc, on n'a pas envie de jouer au level parce qu'en fait, déjà, le jeu en lui-même, il est complètement biaisé, en fait. Je pense que c'est aussi une conscience globale. Ouais. Je pense que les gens sont cantonnés à leur corps et à leur vie et à ce qui se passe juste autour d'eux. Oui, c'est vrai. Alors que certains ou certaines ont beaucoup plus conscience de ce qui se passe à l'autre bout du monde, de ce qui nous lie à des individus qui vivent sur un autre continent. Et, tout à fait. Et on a beaucoup plus conscience de ces liens dans toute l'humanité qui fait qu'on peut être plus sensible et vouloir faire quelque chose absolument pour améliorer ce qui se passe. C'est vrai que c'est aussi un truc de perspective. Comme tu dis, au niveau du corps, mais ça peut être, oui, au niveau de la conscience, mais même physiquement. Par exemple, mon exemple, c'est je vais marcher dans la rue et je vais vraiment être consciente de tout ce qui se passe. Je vais être ce qu'il y a au bout, ce qu'il y a à droite, ce qu'il y a à gauche, ce qui fait que je trouve souvent des billets par terre dans la rue. Ou bien je vais souvent éviter de marcher dans de la merde, mais t'as des gens, ils en sont incapables parce que c'est vrai qu'ils ont par exemple une vision qui va être vraiment concentrée sur l'endroit où ils vont. Et en fait, tout ce qui se passe à leur droite, à leur gauche, ou bien le petit bruit derrière eux, ils vont pas forcément en être conscients. Après, ça, c'est peut-être aussi un truc féminin on est toujours un peu en danger, donc faut qu'on fasse gaffe à notre environnement, je sais pas. Je pense que l'hypervigilance dans les espaces publics est forcément liée au fait qu'on soit perçu comme femme. Moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup, dont on a tous entendu parler en terminale, en philo, c'est la caverne de Platon. Et c'est vraiment ça. Il y a que les artistes, les poètes, les personnes sensibles qui peuvent sortir, qui voient le monde tel qu'il est réellement, et les autres voient que les ombres qui sont projetées. Ouais. Et donc, dans leur tableau, dans la perception qu'ont les personnes normales, encore une fois avec des guillemets, du monde,
les choses sont peut-être pas aussi horribles que celles et ceux qui voient le monde comme il l'est vraiment. Est-ce que tu peux me rappeler l'histoire de la caverne de Platon? C'est une métaphore utilisée par Platon pour dire que toute l'humanité est dans une grotte. Ok. Et seuls certains, les artistes et les poètes, et moi je l'élargis aux personnes avec des problèmes de santé mentale parce que je pense que eux aussi ont une perception particulière. Mais donc, dans le mythe originel, seuls certains ont la possibilité de sortir et de voir réellement le monde. Et tout le reste ne voit que les ombres qui sont projetées. D'accord. Et c'est ce qui explique la perception complètement différente du monde entre une personne hypersensible, une personne hypersensible et une personne lambda qui n'a pas du tout cette sensibilité au monde, cette sensibilité de l'autre. Sur plein de domaines différents au final. Quand tu opposes par exemple des causes à d'autres, t'as des gens qui pourront juste jamais comprendre la cause de l'autre parce qu'ils sont dans la caverne et d'autres sont dehors, quoi. Et ça explique les gens qui votent pour des personnes pour qui il faudrait pas voter, ou des gens qui t'opposent quand tu leur expliques ta vie, ton histoire personnelle, qui font t'as qu'à faire ci. Non, en fait tu n'es pas dehors, tu es dans la caverne, donc tu ne peux pas comprendre. Mais du coup c'est une très belle métaphore. Une personne qui vote pour Trump n'a pas forcément conscience de tout le mal qu'il peut faire à côté, mais seulement des biens que ça peut lui apporter à lui individuellement. Et c'est ce que je disais sur la conscience des autres. Il se pose pas la question de comment l'autre va le vivre, il se pose la question de comment lui va le vivre. Alors du coup, Ariane, dis-moi, est-ce que la santé mentale est aussi importante que la santé physique, d'après toi ? Bien sûr. Plus importante même, ou bien ? Non, pas plus importante, mais les deux doivent être considérés de manière égale parce que les deux sont très liés. Enfin, si on a des problèmes de santé mentale, ça va pas tarder à se répercuter sur la santé physique. Ouais, c'est vrai. Et on peut pas du tout maintenir une bonne forme physique si on est complètement dépressif. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on peut pas sortir, parce qu'on peut pas bouger et... Enfin, les deux sont extrêmement liés et traditionnellement on les sépare, mais les deux ont mais c'est vraiment tout plus... à être liés. C'est méga lié. On gagnera à lier les deux. Pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a eu cette espèce de théorie qui disait qu'il y a certains cancers qui peuvent être aussi peut-être déclenchés par ta manière de processer les choses intellectuellement, genre les ulcères d'estomac. Il y a beaucoup de gens qui disent que tu peux avoir des ulcères parce que tu vas avoir trop de stress ou je sais pas. Il y a aussi des gens qui ont une théorie sur certains cancers qui peuvent être en fait le fait d'accumuler genre trop de choses négatives en soi et puis le fait de somatiser. J'avais une cousine quand ses parents ont divorcé, elle a eu, je sais même pas comment appeler ça. Elle a changé de peau en fait. Vraiment, genre, elle a eu des plaques de boutons comme un lézard. Et il y a d'ailleurs une mannequin qui est une amie d'amis qui a commencé à avoir pareil, le visage complètement, des taches de rousseur qui ont complètement changé son visage. Bon, maintenant, c'est à la mode, donc de toute façon, elle est sublime cette fille et ça l'a aidée dans sa carrière. Mais c'est vrai que du jour au lendemain, elle a complètement changé de visage et de peau. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui effectivement peuvent somatiser leurs problèmes psychologiques sur le physique, qui d'un jour au lendemain peuvent plus parler, peuvent plus marcher. On ne sait pas pourquoi. Des personnes qui ont un cancer ou qui ont des maladies graves, bien évidemment que ça a une incidence sur la santé mentale. C'est très difficile de vivre des événements traumatisants pour le corps et que ça impacte pas du tout l'esprit. Ouais. Voilà, c'est une dualité qu'il faut conserver, mais il faut quand même oublier que c'est deux matières qui se rejoignent. Et ça n'a pas d'intérêt de les cloisonner complètement et de dire qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Ouais, complètement. L'alignement du corps. Merci beaucoup, Ariane. Avec plaisir. Ariane vous recommande d'appeler la Nightline étudiante en cas de détresse psychologique. Et vous pouvez regarder ses BD sur le compte Instagram bonhomme-serrure et Ariane-Dacunia. À la réalisation, Vincent Drapeau, produit par Bossum Transmission. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de podcast, Apple, Spotify et YouTube. Et nous suivre sur notre Insta, @rendez-vous podcast, rendez-vous-podcast. Et après cet épisode, moi ça me donne envie d'écouter Borderline de Tame Impala, que vous pouvez retrouver sur notre playlist Spotify, Rendez-vous podcast by Claude Monté.